Bonjour et bienvenue dans La Belle Histoire. Connaissez-vous le point commun entre Manu Chao, Cali ou encore Paco Rabanne? Eh bien, ce sont tous des descendants de réfugiés espagnols. Nous sommes en 1939, ils fuient Franco pour traverser les Pyrénées et rejoindre la France. Une France qui n'a pas été pour tous la terre d'accueil qu'ils espéraient. En février 1939, après 3 ans de guerre civile, le général Franco s'empare du pouvoir en Espagne. 500 000 Espagnols vont fuir la violence des combats et tenter de traverser les Pyrénées avec un seul espoir, trouver refuge en France, dans le pays des droits de l'homme. Mais pour ces hommes, ces femmes et ces enfants épuisés par des années de violence et de privation, la terre promise ne sera qu'une épreuve de plus. Un véritable piège. Vous savez, c'est dur. C'est très dur pour nous. Le gouvernement français n'en veut pas. Les réfugiés seront traités comme du bétail, les familles séparées. Et les hommes regroupés dans ce qu'on appelle à l'époque des camps de concentration. À peine sortis de la guerre d'Espagne, ils vont se retrouver plongés dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale. Certains vont même se retrouver déportés vers l'Allemagne d'Hitler. Les républicains espagnols ont été les premiers déportés à partir du territoire français. Alors, la France a-t-elle trahi les républicains espagnols? Et vous auriez-vous tendu la main aux réfugiés de la guerre d'Espagne avec Mayam Bounafa, avec François Réa? Vous allez vivre l'une des plus grandes injustices de l'histoire. La Belle Histoire, c'est parti. Quand la guerre d'Espagne éclate en 1936, le gouvernement de Léon Blum décide de se tenir à l'écart du conflit. Pour préserver la paix en France, il choisit d'abandonner le Front populaire espagnol. Dans l'indifférence, la jeune République espagnole est donc renversée par Franco et par ses militaires. Je me sens complètement petit-fils de réfugiés espagnols et en même temps je me sens enfant de tous les réfugiés du monde entier, quoi, voilà. Parce que ce qui s'est passé avec la retirade en France, ça résonne, c'est une douleur que subissent aujourd'hui tellement de monde que c'est tellement important d'en parler. La retirade, dans laquelle le père de Cali s'est retrouvé emporté, c'est cette incroyable vague d'exil qui a jeté en masse des enfants espagnols sur les routes dans le plus grand dénuement. La guerre civile déclenchée par le putsch de Franco a provoqué un bain de sang terrible. Et dès 1936, d'innombrables réfugiés fuient vers le nord du pays, les massacres et les bombardements. Pendant la guerre d'Espagne, qui est-ce qui bombarde les civils? Dès début 37, les franquistes qui sont partout, ils se disent on va se faire le Pays Basque. Ils sont aidés par les nazis, par les légions allemandes, l'aviation allemande, la légion Condor ça s'appelle, et ils décident de faire une politique de terreur pour faire fuir les gens, comme ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, c'est pareil. Et donc ils bombardent des villages, et en particulier le célèbre village de Guernica. Picasso, il est complètement tétanisé par ce qui vient de se passer avec Guernica, et donc il fait une toile, qui est la toile la plus célèbre du monde aujourd'hui, et cette grande toile, ça représente l'innocence humaine qui est écrasée par la barbarie. On raconte une petite anecdote, on raconte que pendant la guerre, Picasso, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, il y a des Allemands qui ont demandé à voir son atelier, parce que c'était un peintre célèbre dans le monde entier, et donc ils sont venus voir son atelier, puis il y avait les esquisses de Guernica qui sont dans l'atelier, et on raconte qu'il y a un officier allemand qui dit à Picasso, c'est vous qui avez fait ça, et Picasso lui répond, non, c'est vous. En janvier 39, c'est la chute de Barcelone, le bastion catalan. Cette fois, c'est toute l'Espagne qui tombe aux mains de Franco. Pour les victimes de la guerre, reste un seul espoir, la France. C'est ainsi que cet incroyable exode commence à travers les Pyrénées. 500 000 réfugiés partent à travers les montagnes pour passer la frontière. Ils sont loin d'imaginer ce qu'ils trouveront derrière. Ce destin, c'est celui de Montserrat. Avec une fille, Bennett Montserrat, 12 ans, un fils, Bénin Raphaël, nous avons retrouvé 14 ans. sa trace dans un registre conservé aux archives départementales de Bourges. À l'époque, c'était une enfant dans l'innocence de ses 12 ans. On avait une charrette, on avait pris tout, mes parents avaient mis ce qu'ils avaient pu dedans, et nous sommes partis, à pied. On a fait des étapes, dans des granges, il y avait plein de monde, il y avait beaucoup de monde, il y avait des soldats, il y avait des blessés, des personnes âgées, des enfants, il y avait de tout, évidemment. On n'avait plus de chaussures, plus de semelles, plus exactement. On n'avait plus rien. José Flores, 11 ans. Ce destin, c'est aussi celui de José. À l'époque, lui aussi est un enfant, à peine âgé de 11 ans.
Des prénoms comme José, c'est assez courant. Donc il faudrait vérifier avec lui s'il avait bien cet âge quand il est arrivé. Si Flores s'orthographie bien avec un S ou un Z. Mais à la différence de Montserrat qui a traversé les Pyrénées à pied, José a la chance de monter dans un train avec sa mère et ses 5 frères et sœurs. On avait un train pour nous. On est arrivé à Portbou, mais dans le tunnel de Portbou. La frontière française, c'est au milieu du tunnel. Donc le train espagnol, il s'arrête en plein milieu du tunnel. Tout le monde descend, les uns derrière les autres. Donc on avait chacun un petit baluchon de rien du tout, mais le peu qu'on avait, tout est resté dans le train. Et mon papa m'a dit, t'en fais pas, on le trouvera. Là où on arrive, il n'y a pas de guerre dans ce pays. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce que c'est pas chez nous. Là, on n'est pas chez nous, hein. Alors il faut faire comme ils disent. Ils pensent que c'est encore la France du Front populaire. Le Front populaire, pourtant, en français, n'existe plus depuis avril 1938. Hein. Mais pour eux, quand même, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Sauf que la France n'est plus ce qu'elle était quelques années auparavant. Depuis avril 1938, elle s'est refermée à cause de la crise économique qui a vraiment fait augmenter la xénophobie. La France s'est repliée. À l'hiver 1939, Montserrat et ses parents arrivent à la frontière française, frontière fermée, impossible de passer. Des milliers de personnes s'entassent dans le froid et la neige. Face à l'afflux de réfugiés, le 27 janvier, le gouvernement cède et les laisse entrer. Le premier contact avec la France sera un véritable choc, très loin de ce qu'ils avaient imaginé. Pour nous, c'est la France. Mais la première chose que vous voyez, c'est les soldats français, baïonnettes au canon. Et comme par hasard, c'était des Sénégalais. Vous n'avez jamais vu un Sénégalais devant vous et vous le voyez avec un fusil et baïonnette au canon. Et il nous faisait passer un par un avec ce gars-là et il paraît qu'il ne faut pas rigoler. Alors il vous pousse, il vous pousse. Le souvenir que j'ai, c'était probablement la Croix-Rouge. C'est qu'on nous a porté du pain blanc, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas vu le pain. Victimes d'une guerre en Espagne qui dure déjà depuis 3 ans, les réfugiés espagnols sont épuisés, dépourvus de tout. Certains sont sur les routes depuis plus d'1 an. Un véritable désastre humanitaire. Mais ces réfugiés sont aussi considérés comme des rouges, des antifascistes qui inquiètent les autorités françaises. Alors vous, qu'auriez-vous fait dans la France de l'époque? Auriez-vous tendu la main aux réfugiés espagnols? Montserrat et José, comme des centaines de milliers d'Espagnols, pensent être protégés en arrivant sur le territoire français. En réalité, dépassés par l'afflux de réfugiés, la France ne va pas vraiment leur tendre la main. Après avoir bloqué le passage des réfugiés, la France décide enfin d'ouvrir ses frontières. Mais les Espagnols subiront de plein fouet une nouvelle loi. Le gouvernement Daladier a voté un décret fin 38 qui classe les réfugiés comme des étrangers indésirables. En novembre 1938, il y a un décret qui prévoit l'internement des étrangers indésirables qui ne sont plus protégés ni reconnus finalement par leur pays d'origine. Donc les apatrides et puis les exilés politiques. Et les Espagnols sont les premiers étrangers à être internés dans des camps. Au nom de ce décret, les 500 000 réfugiés espagnols vont donc se retrouver dispersés dans toute la France, parqués dans des camps. Dès leur arrivée, les familles sont séparées. Les hommes restent dans le sud, dans des camps d'internement qu'ils doivent parfois construire eux-mêmes, à même la plage. Un terrible épisode vécu par le père de Cali. En janvier 1939, donc des conditions assez terribles, l'hiver froid, et, ils ont passé la frontière, les montagnes et la frontière espagnole. Mon père, en guise de poussette, c'était une brouette, il était dans la brouette. Et ils ont atterri au camp d'Argelès. Et là, des illusions complètes. Mon grand-père est parti, a été séparé, et ma grand-mère est restée avec mon père, et une petite fille est née, donc dans ce camp, juste après l'arrivée. Les docteurs sont venus chercher le petit bébé, la petite fille qui était malade, sont venus me chercher pour peut-être la guérir quelque part. En tout cas, ils ne l'ont plus jamais revue. Les femmes, les vieillards et les enfants ont été convoyés en train aux 4 coins de la France. Enfants traumatisés, Montserrat et José ne se connaissent pas.
Mais tous deux font partie des 3000 réfugiés espagnols qui échouent en gare de Bourges, dans le Cher. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend et ne parlent pas un mot de français. Pour Montserrat et José, le terminus sera l'abbaye de Noirlac. On est arrivé là, on n'avait absolument rien. Pas d'argent, pas d'habits, puisque tous les habits qu'on avait en route, ils étaient perdus dans les trains, ainsi de suite. Alors vous voyez une personne d'un certain âge avec 6 enfants, rien pour les changer, rien, absolument rien. Avec cette neige, sans chaussures, nous arrivait presque jusqu'aux genoux. Un froid horrible. Moi, je pleurais. Vous arrivez, vous me dites il y a un tas de paille et des couvertures. Et des couvertures, c'est tout ce qu'il y avait. Hein. Mais la terre battue par terre. C'était pas des carrelages, hein. La terre battue. Hein. Les fenêtres, pas de carreaux. Je me rappelle plus s'il y avait des carreaux dans cette porte, mais je sais que toutes les fenêtres de là-bas, il n'y avait pas de carreaux. C'est ici que vous dormiez? C'est là qu'on dormait. Un tas de paille. Sinon, on était là. Il y avait juste un petit passage, on était là. Ma mère avec 6 enfants, ici, là. Ici? Ici. Vous étiez combien ici? Je ne peux pas vous dire exactement, mais c'était plein. Hein. Parce qu'on était 600 à peu près. Donc, il y en avait partout. Hein. Dormir par terre, mais comment on peut dormir dans la paille? Je lui disais, mais c'est pas possible. On ne peut pas. Et maman disait, si, il le faut. S'il n'y avait pas de fenêtre, c'est qu'il faisait très froid. Bien sûr qu'il faisait froid. Et pas moyen de faire du feu. Comment voulez-vous faire du feu avec de la paille qu'il y avait partout? Et vous mangiez quoi? C'est-à-dire que ça, je me rappelle plus ce qu'on mangeait, mais on nous donnait à manger. Hein. Ça, on n'a jamais crevé de faim. On avait un réfectoire, on mangeait au réfectoire tous les jours. Dans l'abbaye de Noirlac, ni père de famille, ni homme valide. Tous sont dans le sud de la France, rassemblés dans des camps que l'on appelle à l'époque des camps de concentration. En fait, il y a eu des camps de concentration en France. Alors il faut faire attention au terme camp de concentration. Avant la Seconde Guerre mondiale, ça veut juste dire un endroit où on réunit des gens. Mais c'est pas Buchenwald, c'est pas Dachau, c'est pas Auschwitz. Faut pas confondre ça. Ça c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est les nazis. En France, il n'y a pas eu ça. Ça n'empêche que les réfugiés, ils ont été mal accueillis. Alors pourquoi? Premièrement, il y a le flot, 500 000 personnes. Donc tous ces gens, on sait pas où les mettre. La deuxième chose, c'est que les soldats, il faut les désarmer et être sûr qu'ils ne recommencent pas le combat du côté de la frontière. Ce serait trop dangereux pour la France et ça la ferait entrer dans une guerre. Et puis d'autre part, depuis que Hitler est au pouvoir en Allemagne, il y a beaucoup de réfugiés qui sont venus d'Allemagne, beaucoup de réfugiés qui sont venus d'Autriche, tous les gens qui fuyaient Hitler, qui sont venus, des juifs, des démocrates, des communistes, etc., qui se sont réfugiés en France. Et donc il y avait un côté, mais tous ces réfugiés, on pourrait plus les absorber jusqu'à la fin des temps. Comment vit-on dans ces camps de réfugiés? À Noirlac, les épidémies se propagent rapidement. Les gens sont affaiblis, fragilisés par ces années de privation, ils tombent malades. Dans l'abbaye, il n'y a ni chauffage, ni sanitaire, rien qu'un seul et unique puits pour 600 personnes. Le père de Montserrat est retenu dans le camp d'Argelès-sur-Mer, à 500 km de là. Sa mère est désespérée. Montserrat, petite fille, contracte une grave infection intestinale. Elle demande, mais où est-ce que vous emmenez ma fille? Mais où elle va? Alors, elle ne comprenait pas non plus. Hein. Il y avait une infirmière, Marie-Rose, que je m'en souviens d'elle. Et elle lui a dit, elle va à l'hôpital, il faut la soigner, sinon elle va mourir comme ça. On m'a emmené à l'hôpital de Saint-Amand. Et quelqu'un de pas très gentil lui a dit, si elle meurt, on vous le dira. Traités comme du bétail, les réfugiés espagnols ont-ils perdu toute humanité aux yeux des autorités françaises? C'est en tout cas l'impression que donne le sort qui leur est réservé. Coupés du reste de la population, ils sont gardés par des gendarmes. Ça c'est le mur de clôture que les gens des villages autour, ils venaient nous voir, mais ils n'avaient pas le droit de rentrer. Mais ils nous envoyaient des petits colis, des petits trucs par-dessus le mur, parce que là, on est arrivé là, on n'avait absolument rien. Ça veut dire qu'ici, vous étiez enfermé, vous n'aviez pas le droit de sortir et personne n'avait le droit de rentrer? Personne n'avait le droit de rentrer, ni de rentrer ni de sortir.
Étrangers, démunis, maintenus à l'écart, les réfugiés font peur à une partie de la population française. Une crainte entretenue par la propagande franquiste qui se charge de leur réputation. Ils sont souvent perçus comme des rouges, des communistes, des êtres sanguinaires. Heureusement, dans ce chaos, quelques gestes de solidarité. Madeleine Gilbert était fille de commerçant et de l'autre côté de la barrière. Bonjour Madeleine. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, et de partager votre mémoire avec nous. Oui. Vos parents, en fait, tenaient ce bar et c'est un commerce à côté. Au temps des réfugiés espagnols, quels souvenirs il vous reste de cette époque? Des souvenirs d'enfance, j'avais 11 ans. Toutes les familles se sont rassemblées pour leur donner des vêtements, les enfants donnaient leurs jouets. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de souvenir du tout, il n'est resté pas de souvenir de ma layette. Que mon jupon de baptême et 2 ou 3 robes, maman a tout donné, comme les gens d'ici d'ailleurs. Les parents ont donné des vêtements, ont donné tout ce que l'on pouvait. Les enfants donnaient un jouet pour que les enfants soient un petit peu comme nous. J'étais fille unique, j'étais une petite fille heureuse et je me disais, mon Dieu, comme ça doit être triste si je devais vivre ça. Vous savez, on pense à ce qui peut arriver à soi-même. Aux archives départementales de Bourges, il reste les traces de cette période chaotique pendant laquelle l'administration a tenté tant bien que mal de faire face à l'urgence. Les réfugiés de Noirlac voudraient avoir des caissettes de bois qui leur serviraient de cantine et où ils rangeraient leurs objets personnels. Voilà, oui, parce que quand ils sont arrivés, il faut bien voir que l'abbaye, tous les murs étaient nus, c'était pas du tout prévu pour l'hébergement de gens. Donc la préfecture du Cher a acheté tous les objets usuels, de la poêle, de la casserole, c'est aussi l'achat de chaussures, c'est l'achat de vêtements, des couvertures. Vous dites la souffrance de nos mères parce que vous vous souvenez de votre maman qui... Je me rappelle de ma mère, mais c'est pas tellement ma mère, pas spécialement pour ma mère, mais toutes les femmes qui étaient là, il n'y avait pas d'eau. Et pas d'eau à Noirlac. Pendant des mois, les réfugiés ont vécu dans des conditions d'hygiène déplorables et pourtant le pire reste encore à venir. Car en septembre 1939, eux qui avaient fui la guerre civile et quitté leur pays en croyant trouver refuge en France, se voient rattrapés par une autre guerre, la Seconde Guerre mondiale. Des femmes qui étaient exaspérées, qui prenaient les gendarmes comme ça, qui disaient « Maintenant, vous allez savoir ce que c'est qu'une guerre ». Ils leur disaient. Ça faisait mal, parce qu'on sortait d'une guerre. On en sortait d'une, et c'est pour entrer dans l'autre. Ainsi, la situation change. Cruelle ironie de l'histoire, ces réfugiés espagnols, qui étaient jusqu'ici très encombrants pour la France, vont devenir tout d'un coup très intéressants. C'est la guerre, et le pays a besoin de bras. Ces Espagnols démunis sont prêts à tout pour améliorer leur quotidien, y compris travailler pour une bouchée de pain. Le gouvernement organise des compagnies de travailleurs étrangers pour recruter collectivement des réfugiés dans les camps et les envoyer là où le besoin se fait sentir, et notamment pour aller travailler à la ligne Maginot et à l'organisation des frontières, à la frontière italienne et donc à la frontière allemande. Et puis les compagnies de travailleurs sont envoyées aussi travailler dans l'agriculture, dans l'industrie et dans toutes les régions de France. Pétain décide en septembre 1939 de vider l'abbaye de Noirlac et de parquer la plupart des réfugiés espagnols ici, à Châteaufer. Dans ce champ, aujourd'hui totalement nu, 15 anciennes écuries abritaient les Espagnols. Le terrain surveillé par des gendarmes comptait une infirmerie, une tour de garde et même une prison. Pour sortir d'ici, il fallait trouver un travail, quel qu'il soit. Comment vous avez réussi à sortir d'ici? Alors voilà, ma sœur, elle avait 15 ans. Donc j'ai un copain qui travaillait à Bourges, je ne sais pas exactement où, mais elle a fait venir ma sœur pour travailler à la blanchisserie militaire de Bourges. Donc ils s'occupaient que des draps de l'hôpital militaire de Bourges. Donc ils étendaient du linge, la machine, l'étendent, leur sauce. Et comme plus ça allait, plus il y avait besoin de personnel, elle a fait venir ma mère. D'une certaine manière, la Seconde Guerre mondiale, elle vous a permis de... Oui, il y a eu donc la place pour tout le monde. Celui qui était courageux pour travailler y allait, celui qui ne voulait pas, il était renvoyé en Espagne. Mais comme il ne voulait pas retourner en Espagne, tout le monde a essayé de... Même vous avez des docteurs, des avocats qui ont été agriculteurs pendant un certain temps. Pendant l'occupation, les choses ont changé parce que les réfugiés donc sont allés travailler dans les campagnes, dans les usines. Donc ils ont côtoyé des Français.
Ils ont souvent été très appréciés par leurs employeurs. Les employeurs étaient davantage contents d'employer des républicains espagnols formés, spécialisés, que des ouvriers français incapables. Qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces réfugiés espagnols? Il y en a une petite partie qui partent en Amérique latine, la langue espagnole, etc. En général, les plus diplômés, les plus fortunés, ils partent au Mexique. Il y en a une petite partie liée au Parti communiste qui partent en URSS, chez Staline. Et il y en a beaucoup qui sont rentrés dans la résistance, parce qu'ils avaient l'idée qui paraissait évidente à l'époque, qui était on va se battre avec la résistance française contre les nazis, et puis comme ça, ils vont nous débarrasser de Franco. 5000 républicains espagnols sont morts déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Considérés comme des rouges, ils seront victimes de la barbarie nazie dans les camps de concentration allemands. Une partie des compagnies de travailleurs est envoyée donc à la ligne Maginot et leur destin sera tragique lors de l'offensive allemande du printemps 1940 parce qu'il y aura des morts, des blessés et il y aura des prisonniers. Et la plupart vont être déportés dans des camps de concentration nazis qui sont évidemment d'une autre nature encore, à partir d'août 1940. Ça, c'est un épisode qui est malheureusement peu connu. Et donc, les républicains espagnols ont été les premiers déportés à partir du territoire français. Quelle blessure peut bien laisser la guerre à tous ces enfants, à ces réfugiés, à ces exilés? Comment vivre avec ce passé? José Flores a réussi à retrouver une trentaine des enfants de Noirlac. En 2012, ils ont fait poser une plaque à l'abbaye en mémoire de leur histoire commune. Ici, en 1939, ont séjourné plusieurs centaines de femmes et d'enfants républicains espagnols qui fuyaient la dictature franquiste. N'oublions pas. Oui, voilà. Il ne faut pas qu'on oublie ce que nos mères ont souffert ici. Il y a une stèle en plein cœur d'Argelès sur mer, face à la plage. Chaque année, les républicains espagnols et les petits-fils et les fils et petits-fils viennent se recueillir sur cette stèle. C'est important de la voir, mais c'est assez troublant de se dire qu'il y a une poignée d'années, mon père, ma grand-mère, mon grand-père ont vécu un roman tragique et dramatique ici, quoi. J'ai toujours été un petit peu... J'étais comme ça, enfant, un peu solitaire, un peu fermé. Je pense que ça venait du fait de ce traumatisme de la guerre. Je pense que c'était ça. Et je sentais une tristesse en moi. Excusez-moi. Vous savez, c'est dur. C'est très dur pour un enfant. Et ça laisse des séquelles pendant longtemps. Longtemps. C'est cette putain de guerre qui t'a donné 30 ans. Relève-toi, ne pleure plus. Il faut fuir maintenant. C'est cette putain de guerre qui t'a donné 30 ans. Ne pleure plus, prends les mômes sous le bras et va-t'en. José et sa famille n'ont pas quitté la région et se sont installés à Bourges. Montserrat vit aujourd'hui à Paris, entouré de ses enfants et petits-enfants qui connaissent toute son histoire. Mais beaucoup n'ont pas eu la chance de sortir vivants de tant d'épreuves. On ne saura jamais combien de personnes sont mortes dans les camps de réfugiés, certainement plusieurs milliers. Le nombre exact n'a jamais pu être établi. Est-ce que toi, tu aurais tendu la main à ces réfugiés espagnols? Quand j'étais enfant, il y a une femme, je me souviens, qui m'a raconté cette histoire comme ça par hasard, et cette histoire m'est toujours restée en tête. Quand elle était petite, elle habitait dans le sud de la France. Elle a vu passer les colonnes de réfugiés espagnols, et elle a vu ses parents qui donnaient un peu de pain, un peu d'eau, enfin la misère qu'ils avaient, qu'ils ont partagé avec eux. Et elle dit, on a fait ça, et j'ai compris pourquoi c'était important de le faire, parce qu'un an plus tard, il y a eu les réfugiés dans l'autre sens, les Allemands qui sont arrivés, et là c'était les colonnes de réfugiés français qui passaient, et elle était avec ses parents dans la colonne de réfugiés, et il y a des gens qui donnaient de l'eau et du pain. Voilà, je me suis dit, c'est une petite leçon de morale qu'on m'a racontée quand j'avais 8 ans, et elle est toujours dans ma tête. Les Espagnols, qui au début de 1939 avaient fui 3 ans de guerre civile, se sont retrouvés quelques mois plus tard pris dans le drame de la Seconde Guerre mondiale. À l'issue du conflit, après la capitulation de l'Allemagne, ils ont naturellement espéré la chute du général Franco.
Mais l'histoire en a décidé autrement. Le caudillo est mort dans son lit en 1975, après 36 années de dictature. La belle histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous en savez désormais un petit peu plus sur le difficile accueil des réfugiés espagnols en France. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Internet. Oui, mais où ? Sur Internet, Myriam? C'est sur Internet. Il y a le plus, il y a les réseaux sociaux, tout ce qu'il vous faut. Nous, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et vos hommes tiendront. Ils tiendront jusqu'au bout. Plutôt mourir debout que vivre à genoux. Oui, j'ai envie de toi, comme c'est étrange d'imaginer, c'est peut-être la dernière fois